Salut tout le monde, bienvenue au podcast Succès sans limite. Je m'appelle Raphaël et voici mon ami Nathan et aujourd'hui on accueille Charles. Il va nous en apprendre un peu plus sur les business en ligne, sur ses side hustles puis comment ça lui génère de l'argent. J'en dis pas plus, on part sur le podcast. Ok. Salut Charles, comment ça va? Ça va bien et vous les gars? Ça va bien, ça va super. bien. Bienvenue sur le podcast Succès sans limite. Aujourd'hui, on aimerait en savoir un peu plus sur toi, donc est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, d'abord déjà je voudrais vous remercier de m'avoir invité, c'est vraiment cool d'être ici et puis de vous rencontrer et puis je pense qu'on va passer un bon moment donc je commence avec la présentation, donc Charles, j'ai 28 ans, je suis diplômé infirmier depuis 2017, je travaille encore actuellement en tant qu'infirmier et en 2020 il y a eu le Covid, on connaît tous. Moi en tant qu'infirmier j'ai pu travailler davantage faisant des tests Covid. On a vraiment beaucoup travaillé cette année-là et j'ai pu mettre de l'argent de côté. Je vous explique ça parce que c'est le début en fait de mon chemin entrepreneurial. Et en fait, une fois que j'avais pas mal d'argent mis de côté, je me suis dit je vais l'investir. Et puis j'ai des amis qui m'ont parlé de la crypto-monnaie. Je me suis dit, j'en avais déjà entendu parler en fait du Bitcoin, mais je connaissais pas grand-chose. J'étais voir sur YouTube, puis en fait je me suis rendu compte que sur YouTube, moi je passais mon temps à aller regarder des vidéos Fortnite ou League of Legends. Ouais. J'ai perdu énormément de temps en fait avec le recul, j'ai perdu mon temps à regarder ça alors que j'aurais pu regarder des vidéos entrepreneuriales, apprendre quelque chose. Enfin bon bref, du coup je me suis intéressé à la crypto-monnaie, puis j'étais piqué en fait, après je me suis intéressé à la bourse. Puis une fois que l'année 2020 est passée, je me suis dit, j'avais moins de rentrée d'argent, je me suis dit pour investir, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, quoi. Sinon tu es assez limité. Donc je me suis dit, maintenant je vais m'intéresser à comment faire de l'argent en plus. Donc je me suis intéressé au business, notamment au business en ligne. Et là en fait je me suis dit, mais let's go, en fait, il faut vraiment que je fasse ça. Faire de l'argent sur internet en fait c'est carrément possible, il existe des milliers de possibilités pour faire de l'argent. Bon, j'abuse un peu des milliers, mais bon, des variantes, tu vois, il y a tellement de possibilités en tout cas si on est travailleur. Et en fait je me suis dit maintenant que je sais investir, je vais apprendre à faire de l'argent et je vais montrer que c'est possible de faire de l'argent sur internet. Je vais tout documenter. Donc, j'ai décidé de faire de la création de contenu, donc sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Insta, TikTok et j'en passe, vous connaissez. Et je documente tout ça. Donc là maintenant, ça fait 1 an que je fais de la création de contenu. Et j'ai accumulé quand même pas mal. Vous irez voir sur les réseaux sociaux, mais... Ouais, je dois être un peu plus de 30 000 followers, tout confondu en 1 an, donc je suis plutôt content. Et en fait, en parallèle de ça, de la création de contenu, j'ai fait du Amazon FBA, où est-ce que, on en discutera peut-être un petit peu après, qu'est-ce que c'est Amazon FBA. Et j'ai fait aussi du print on demand sur Amazon, Merch by Amazon. Donc ça, c'était un petit peu mes deux sources de revenus et les réseaux sociaux, c'était plus pour partager un petit peu mon parcours. Puis créer une communauté, quoi, parce que c'est important de créer une communauté sur Internet si on veut faire du business. Donc voilà un petit peu mon parcours. Fait que, tu as commencé, dans le fond, tu as arrêté... dans le fond, tu travailles plus en infirmerie? Si, Oui, je travaille Tu fais encore. les deux en même temps, Ouais, puis- parce que ça fait 1 an et je gagne... un petit peu d'argent avec mes business en ligne, mais c'est pas encore assez. Donc là, récemment, je suis arrivé au Québec en mois de mai 2023 et j'ai signé un contrat de 3 ans en tant qu'infirmier ici. Et je me suis donné comme objectif que dans 3 ans, j'arrive à vivre d'Internet. Okay. Et donc, en parallèle en fait de mon temps plein en infirmier, tout mon temps libre, je le passe à créer du contenu, à réseauter, à discuter, à rencontrer du monde pour atteindre cet objectif-là. Donc pour l'instant, je suis peut-être allé à, je sais pas, peut-être 10% de l'objectif, on va dire, 10-15 peut-être. Ça peut aller très vite après, tu sais, c'est difficilement calculable, mais ouais, j'ai 3 ans. Donc, OK. Fait que tu as commencé avec la crypto. C'est bien ça? J'ai commencé à investir dans la crypto et c'est ça qui m'a mis un peu dans l'entrepreneuriat, quoi. J'ai vu qu'en fait on pouvait faire de l'argent sur internet,
rien que déjà en investissant. Puis les cryptos, c'est super intéressant. J'ai adoré. Comment tu fais pour savoir dans quelle crypto investir, quelle crypto a plus de chances de fonctionner? Ah, ça, c'est pas facile. Non, en fait, déjà, tout au début, tu sais pas. En fait, t'écoutes un petit peu. Moi, ma technique, tout au début, c'était de consommer beaucoup de contenu. Et en fait, j'essayais en fait de cerner les youtubeurs et de voir. Parce que ceux qui veulent te vendre du rêve, tu le vois vite quand même, je trouve. Il y en a qui sont assez mesurés dans leurs propos, ils vont pas te vendre du rêve. Et en fait, je me focalisais un petit peu sur eux et j'essayais de les suivre. Et puis, comme c'était le bull run, tu pouvais vite te rendre compte si c'était une crypto-monnaie qui t'allait te faire gagner de l'argent ou pas. Et donc, en fait, je me basais sur quelques personnes. Et puis, en même temps, en parallèle de ça, j'apprenais. Et je vais pas dire que je suis un spécialiste des crypto-monnaies parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais disons que je surfe sur les tendances. Et j'essaye de pas trop me fier au buzz, tu sais, et celle-là, elle va décoller, elle va faire beaucoup d'argent. Dès que tout le monde commence à en parler, souvent c'est qu'il faut fuir. Je me base surtout sur des cryptos solides qui ont fait leur preuve au dernier bull run. Et là, en ce moment, je fais du DCA. Vous connaissez ce que c'est, le DCA? Non, c'est quoi? Le DCA, c'est Dollar Cost Average. En gros, ça veut dire j'investis une petite somme tous les mois régulière sur les mêmes cryptos. Comme ça, je ne suis pas influencé par les émotions. Ça monte, alors il faut que j'achète. Et puis quand ça descend, il faut que je vende. Et puis au final, je fais des bêtises. C'est la meilleure technique pour investir en crypto ou en bourse. C'est d'investir comme ça en DCA. Donc une petite somme tous les jours, régulièrement. Ça peut être tous les jours, ça peut être tous les semaines. Et en fait, ça, c'est la meilleure technique pour investir, pour contrer en fait tes émotions, puis aussi avoir un prix lissé. Parce que comme ça, quand c'est en haut, tu l'achètes, mais quand c'est en bas, tu l'achètes, et puis tu as une moyenne en fait. Et c'est la meilleure technique, en tout cas, ce que les investisseurs font. Et donc, je fais ça actuellement dans des cryptos solides, type ETH, Matic. Pour ceux qui connaissent, c'est des Layer 1, des Layer 2. Donc, tous ces cryptos-là un peu solides qui ont fait leur preuve pour une grande majorité de mon portefeuille. Et puis, une petite majorité, je vais quand même tester, tu vois, des petites cryptos un peu... Tu t'essayes. Ouais, des petits cryptos... Un peu plus risqué. Voilà, risqué, un peu coup de poker, tu vois, on verra. Mais ça, j'en parle pas, tu vois, parce que je sais que c'est assez risqué. Mais moi, de mon côté, tu vois, je mets aller 50 pièces dedans, 20, 30, tu vois. Puis des fois, c'est ce genre de crypto qui peut faire des fois 100, fois 50, on n'en sait rien, ça sera la surprise l'année prochaine. Mais comme ça, on peut faire des bons coups, quoi. Donc, il faut tester. Puis avec la bourse, par exemple, quand tu es transféré à la bourse, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça a été juste une continuité, dans le sens que tu t'intéresses premièrement à la crypto, puis ensuite tu t'es intéressé à la bourse, ou il y a eu un changement ou un déclic? En fait, moi, comme j'avais investi un petit peu dans la crypto, et comme j'écoutais beaucoup de podcasts, je me renseignais un petit peu sur l'entrepreneuriat. Continue. Et je me renseignais beaucoup sur l'entrepreneuriat, et en fait, je me suis... je pense que vous le savez aussi, il faut un peu se diversifier pour toucher à tout un peu. Voilà, pas tout mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit. Et donc la crypto, qui était en plus très risquée, volatile, je me suis dit, en fait, je vais aussi m'intéresser à la bourse, qui a fait quand même un peu plus ses preuves sur les décennies dernières. Et on a un peu plus de recul et on voit que quand même ça fonctionne bien, même si c'est moins volatile que les cryptos, on peut moins se faire de l'argent rapidement. Je me suis dit que il fallait que je mette aussi un petit peu d'argent dans les cryptos, dans la bourse. Tu as fait pareil que la crypto, est-ce que tu mettais un petit peu partout ou tu étais plus précis sur tes placements et tes investissements? Alors, pour la bourse, je garde la même méthode, donc DCA, donc je mets une somme tous les mois. Par contre, je fais pas du stock picking, donc c'est-à-dire je vais essayer de trouver la bonne action. La bonne action, mettons, je vais miser sur Apple ou Tesla qui a eu pas longtemps là, que ça a bien monté, puis après c'est redescendu. Ça, c'est trop dangereux et puis j'ai pas le temps, tu vois, de m'intéresser à tout ça. Moi, j'ai investi dans des ETF. Vous savez ce que c'est? Ouais, des FNB.
Je sais pas si ça s'appelle FNB. Je connais pas le nom. Peut-être que c'est la version. Comme le S&P 500? par Ouais, exemple? exactement. Ok, c'est les FNB. grosses- Ouais, FNB ici, vous appelez ça? Ouais, c'est Ouais, ça. Mais d'accord. je pense que c'est la même chose. Ouais, carrément. Ouais, c'est les indices en fait. C'est S&P 500, Mhm. Nasdaq. Et donc j'investis dans tous ces indices-là en fait. Ok. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un large panel bien diversifié. Et puis, c'est souvent des indices qui ont fait leur preuve. On a un peu de recul par rapport à ça. Et donc, en fait, je passe mon argent et puis je vise à peu près un 8% par année, quoi. Ok. Ce qui est une moyenne Ouais, normale, quoi. Ouais. Et c'est quand même ça de plus, là. Je veux dire, quelqu'un qui ferait pas ça, on voit la différence au bout de la ligne. C'est clair. Quand tu vois en plus l'inflation derrière, tu te dis que ça vaut... Faut tellement faire ça, quoi. Il n'y a pas assez de gens qui le font. Hein, Ça, ça, en fait, tu le recommanderais, eux qui le font pas, de commencer à investir parce que ouais. C'est obligé. Le PEA, le livret A en France, mais en fait, c'est une enveloppe que la banque te propose et tu mets ton argent là, tu n'as rien à faire et puis tu as un petit pourcentage. Maintenant, il doit être à 4-5%. Vous devez avoir ça aussi ici. Ouais. Je trouve que c'est un nom, on l'avait dit. Mais c'est un petit placement en fait sûr. Parce que tu vas avoir peut-être 3, 4, 5%. Mais en fait, ça combat même pas l'inflation et les gens, ils devraient... Mais c'est pas grand-chose en plus de s'intéresser à la bourse et aux ETF. C'est super rapide à s'intéresser à ça. Il n'y a pas besoin de chercher des trucs trop compliqués. Juste, je m'intéresse à ça, je fais la même stratégie et je la fais et je m'y tiens toute ma vie. Et à la fin, tu récupères ton investissement. Et c'est pas tant risqué que ça. Mais les gens ont peur parce qu'il manque de connaissances. Tu vois, donc, tu disais que tu regardais beaucoup de vidéos YouTube pour t'aider avec ces trucs-là. As-tu des noms que tu pourrais donner de personnes qui t'ont aidé? Ouais, j'en ai. Je passe vraiment beaucoup de temps du coup sur YouTube. C'est vraiment ma source d'information première. Moi, j'aime beaucoup, c'est Yann Darwin. Je sais pas si vous le connaissez ici. Je connais pas. Ouais. Non. Darwin. Vraiment cool. Le mec, il est vraiment bon. Et pareil, il a commencé avec de rien. Et puis, c'est un gros bosseur. Et il a commencé dans l'immobilier. Puis ensuite, il a fait de la crypto, de la bourse. Yann Darwin. J'aime bien Yomi Denzel. Lui, quand même, vous devez le connaître. Ouais. Je sais pas si tu m'en as parlé tout à l'heure. Là. On le connaît. Il est vraiment solide aussi comme gars, j'aime beaucoup. Et puis, tu vois, je pense... Il y en a plein qui vont douter de ce qu'ils disent. Moi, je pense qu'ils sont honnêtes. Ils font du marketing, tu vois. Après, évidemment, ils veulent vendre leur truc. Mais je pense qu'ils sont honnêtes, tu vois. Et il y en a beaucoup qui doutent de ce qu'ils disent, qui disent que c'est pas possible de faire de l'argent sur Internet, mais c'est faux. Sinon, pour revenir aux autres youtubeurs que j'aime bien... Avec la crypto, celui qui m'a lancé un petit peu, c'est Julien Roman. Ok. Il vit aux États-Unis maintenant, mais c'est un Français. Et lui, vraiment cool. Il a vraiment décollé pendant le bull run de 2020. Là. Et ouais, lui aussi, mec super sympa, vraiment solide, intéressant, qui va pas vendre du rêve. Ouais, je dirais que c'est mon top 3 de youtubeurs que j'ai vraiment suivis, qui m'ont inspiré. Puis est-ce que tu suis la bourse? Dans le fond, ta technique, tu n'as pas vraiment besoin de suivre l'actualité de la bourse. Tu as juste besoin de... Dans le fond, ça se fait quasiment automatiquement. Exactement. C'est tout là l'intérêt. C'est qu'en fait, moi, je suis pas spécialisé dans la bourse. Moi, je veux juste investir dedans. Moi, je veux me spécialiser, c'est dans le business en ligne. Et donc, en fait, la bourse, je voulais passer le moins de temps possible. Et donc, cette méthode-là, en fait, c'est une méthode qui est vraiment passive et qu'on recommande à tous les gens qui veulent investir. Tous les mois, tu te connectes sur ton broker, tu achètes ton action, tu mets $200, $300, ce que tu veux, et tu te poses pas de questions. Et tu investis dans la même action, dans le même indice tous les mois, ou dans 2-3 indices différents selon ta stratégie. Et c'est terminé, tu vois, ça te prend 5 minutes. Et en fait, sur le long terme, c'est automatique, enfin c'est même obligé qu'en fait ça monte en fait, parce que on est dans un monde capitaliste, tout monte de toute manière, c'est pas linéaire, mais même si ça descend, ça a des remontées, et quand tu regardes le S&P 500 qui est un très bon exemple. Ouais. Je sais pas en quelle année il a été inventé, c'est 1950, j'en sais rien. Mais on a quand même beaucoup de recul.
tu vois que ça monte, tu vois. Et les States, tu vois, c'est quand même... ils sont leaders un peu mondial, quoi. Et donc, c'est une bonne métrique pour se dire, faut investir là-dedans, quoi. Mhm. Puis après la bourse, dans le fond, tu t'es lancé, tu as décidé de t'intéresser au business en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comme comment ça s'est passé, puis c'est quoi que tu as lancé, dans le fond, premièrement? Alors moi, la première... Comme je m'intéressais juste à l'investissement, après j'ai dit je vais m'intéresser au business. Et le premier truc qui est venu à mes oreilles, c'est Amazon FBA. Je suis tombé sur un gars qui parlait de ça. Et en fait, ouais, c'était vraiment pas mal Amazon FBA parce que en fait, tu profites de la notoriété d'Amazon. En fait, les gens qui font du dropshipping, ils vont diriger les personnes qui veulent acheter sur leur site, mais les gens... déjà, il y a eu beaucoup d'abus sur le dropshipping. On a vu qu'il y avait pas mal d'arnaques. Les gens n'envoyaient pas les produits de mauvaise qualité. Mhm. Alors que Ouais. les gens qui achètent sur Amazon, ils savent très bien que déjà, ils vont avoir leurs produits en 1 ou 2 jours. Que s'il y a un problème, ils le renvoient, ils vont se faire rembourser. Que Amazon, c'est quelque chose de sûr, ils vont pas se faire voler leurs coordonnées bancaires. Mhm. Et donc ça, c'est quand même un avantage pour un vendeur. Parce qu'il y a énormément de trafic, il y a des millions de personnes qui se rendent sur Amazon pour acheter. Et c'est une grosse source de ce trafic, il y a un gros trust pour le vendeur et pour celui qui va acheter. Donc je me suis dit, en fait, ouais, c'est sur Amazon qu'ils font... Même s'ils taxent beaucoup, en fait, ça les vaut. Tu vois, c'est toujours pareil, il y a un calcul à faire. Et puis, tu vois si le produit que tu vas vendre, tu vas réussir à faire une petite marge. Et donc, en fait, je me suis lancé sur Amazon. Et Est-ce que peux nous expliquer un peu décortiquer comment ça se passe puis comment ça fonctionne? alors, Amazon FBA, en fait, tous les produits que vous voyez sur Amazon, c'est pas Amazon qui les vend, en fait, c'est des personnes comme toi, moi, OK. qui vendent ces produits-là. Il y a aussi, maintenant, Amazon vend aussi ses produits à eux. D'ailleurs, ils les mettent plus en avant. Mhm. En même temps, ils sont chez Ouais. eux, donc Ouais. ils font ce qu'ils veulent. c'est ça le problème, en fait, Amazon. On en reviendra après, mais t'es chez Amazon, quoi. C'est pas ton business, c'est pas ton Mhm. business. Et tu sais plus Dans le fond, comment ça se passe? comment ça se passe. Donc moi, il y a donc les produits qu'on voit sur Amazon, on va les vendre. Il me stresse celui-là. Il va stresser, sauf toi. Et donc en fait tous les produits qu'il y a sur Amazon, en fait ils sont vendus par des gens. Et toi tu vas essayer de trouver le bon produit qui va réussir à se vendre. Donc il faut essayer de trouver une niche qui est favorable à cette vente. C'est Donc- où que tu le trouves? Alors il y a plusieurs outils. Donc déjà tu es sur Amazon, tu vas avoir plein de produits. Au début Amazon il n'y avait pas tant de produits que ça, et puis au fur et à mesure ça se peaufine, il y a de plus en plus de produits parce que les gens ils rajoutent leurs produits, ils rajoutent peut-être les 2 produits en même temps avec un accessoire en plus. Ça peut être... De toute façon la limite c'est ton imagination. Un produit tu peux le multiplier en plein de variantes possibles. Donc c'est pour ça que les propositions sur Amazon grossit. Et toi en fait comment tu vas trouver un produit gagnant? C'est-à-dire que tu vas aller sur un site qui s'appelle Helium 10, ou alors tu as Jungle Scout aussi. C'est des logiciels qui vont te permettre de voir la demande. Donc OK. combien de personnes ont acheté ce produit, combien le vendeur a gagné en chiffre d'affaires. Il y a plein de petites données en fait que tu vas pouvoir obtenir pour toi faire une étude de marché et se dire en fait ce produit-là il risque de bien se vendre, ça peut être intéressant. Et c'est grâce en fait à cet outil-là que tu vas savoir si le produit va être viable. OK. Et ensuite, après, une fois que tu as fait ta petite étude de marché avec ce logiciel et que tu as vu que la niche n'était pas trop bouchée, que tu allais avoir une possibilité de te différencier ou de proposer quelque chose qui n'a pas encore été proposé. D'ailleurs, c'est de plus en plus difficile de trouver une niche où est-ce qu'il n'y a pas de concurrence. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, et que tu as fait ton étude de marché, il va falloir aller démarcher pour aller trouver un fournisseur. Souvent, Ouais. le fournisseur, il va être en Chine, OK. mais tu peux aussi trouver un fournisseur en France. Et d'ailleurs, en France, souvent, c'est une manière bien de se différencier parce que la qualité chinoise et française est différente. Mhm. Donc, aussi, on propose des choses différentes.
Mais il va falloir en fait sourcer ton produit pour voir déjà le prix, combien ça va te coûter. Et ensuite revenir à ton calcul, à ton étude de marché et voir si ça va le faire au niveau des frais Amazon, au niveau de le frais de ton produit, puis voir si tu vas réussir à te sortir une belle marge. Donc c'est toute une recherche avant. Puis ensuite tu mets en vente ton produit. Donc l'intérêt d'Amazon FBA, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton produit, tu l'as sourcé, tu t'es dit ouais c'est bon, ça colle. En général, il faut viser minimum 20% de bénéfices. OK. Tu as les impôts, tu as plein d'imprévus, tout ça. Donc c'est ce qui est... 20% de marge de profit? Ouais. 20% de marge de profit si tu veux commencer à te dégager un petit peu d'argent, quoi. Déjà, 20%, ça commence déjà à être un peu limite. Donc une fois que tu as trouvé ton produit, tu l'as sourcé, et ensuite tu vas faire la production et le livrer à Amazon. OK. Une fois que tu as fait ça, toi, tu as créé ta fiche produit, donc ce que tu vois sur Amazon, tu as tous les produits. Mhm. Et en fait, tu vas... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, tu vas bien lister ton produit, tu vas le mettre en valeur, tu vas bien travailler le marketing, tu vas essayer de vraiment montrer tout ce que l'acheteur recherche pour acheter le produit, pour vraiment le mettre en avant. Une fois que tu as fait ta fiche produit, tu as envoyé en fait tes produits à Amazon, dans les entrepôts d'Amazon. Et en fait, FBA, ça veut dire Fulfillment by Amazon. Et en gros, une fois que c'est dans les stocks d'Amazon, tu n'as plus qu'à attendre. Et en fait, les gens vont tomber sur ton produit et ils vont quand ils vont l'acheter, en fait, c'est Amazon qui va s'occuper de le livrer. S'il y a un problème, c'est eux qui vont le retourner, c'est eux qui vont rembourser le client. Tu n'as rien besoin de faire. Une fois que tu as sourcé ton produit, que tu as vu qu'il y avait un bénéfice à faire, tu vas le faire revenir. Tu n'as plus qu'à récupérer en fait, l'argent des colis, des produits que tu as payés. Mais tu l'envoies direct à Amazon, sans même que tu aies fait de vente? Ouais. En fait, tu les envoies dans les entrepôts d'Amazon. C'est un service que propose Amazon. Toi, déjà, tu peux le recevoir chez toi pour checker un peu la qualité, parce que des fois, quand tu en fais 500 pièces et que tu reçois chez toi, tu vas voir la qualité. Tu te dis, c'est peut-être pas terrible. Donc, tu le reçois déjà chez toi, tu vois si la qualité est bonne. Une fois que la qualité est bonne, tu vas l'envoyer à Amazon. Amazon, lui, ils ont leur organisation et ils vont s'occuper en fait de publier ton produit sur leur site. Et après, dès qu'il y a quelqu'un qui va acheter, en fait, il va prendre le colis qui sont dans le produit qui sont dans leur entrepôt et puis ils vont l'envoyer en un jour. Fait que tu dois avoir du capital de départ pour pouvoir le... OK. Ouais, c'est ça. C'est pas comme du dropshipping. Non, c'est ça. Faut avoir un capital de départ. Au début, tu pouvais faire du dropshipping avec Amazon, mais maintenant, c'est... En fait, il faut se démarquer par une marque. En fait, il faut que tu crées une marque sur ton produit pour te démarquer des autres qui n'ont pas fait une marque. Parce qu'Amazon, il aime bien ça, parce que ça rajoute un petit peu de valeur et puis de responsabilité. Comme ça, il sait qu'il y a une marque, c'est la marque qui est responsable s'il y a un problème. Et donc, du coup, il va mettre ça plus en avant. Et donc, c'est mieux de le vendre de cette manière-là, en marque. Toi, tu avais un produit, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux le dire c'est quoi ou... Je vais pas le dire. Mais c'est une petite niche et en fait j'ai même pas besoin de faire de pub. C'est un produit qui se vend bien tout seul et vraiment je suis tout seul. J'ai un concurrent, mais j'ai réussi à me différencier de lui et ça me rapporte en bénéfice, parce que je peux parler en chiffre d'affaires. Sinon ça va vendre du rêve, mais ouais, en bénéfice je suis entre 300 et 500 $ de bénéfices par mois avec ce produit-là que je laisse tourner. Et puis, sans faire de pub. Sans faire de pub, c'est ça aussi l'avantage, parce que c'est bien. Quand tu es dans une niche trop concurrentielle, tu es obligé de faire de la pub, puis tu perds un peu de bénéf, alors que là j'ai pas besoin de faire de pub parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est vraiment une toute petite niche, c'est un petit produit qui est dans le jouet, on va dire. C'est dans la niche du jouet. Et en fait, ça se vend tout seul. Et donc, moi, c'est un petit peu m'amuse. C'est un peu une ressource d'argent qui tombe sans que j'en ai à m'en occuper. Et ensuite, cette marque-là de mon jouet, elle a une valeur parce que, par exemple, pendant un an, elle a représenté, je dis au hasard, mais je sais pas, 10 000 de chiffre d'affaires. Cette marque-là, après, tu peux la revendre à des gens. OK. Parce qu'en fait, c'est un actif, en fait. Tu vois, elle représente un revenu
que tu vas pouvoir prendre pour toi si tu l'achètes et puis profiter du revenu récurrent. C'est ça que tu veux faire, c'est ça, plus tard, une fois? Ouais, Ok. je ferai ça, je pense. Je vais le peaufiner quand même. Je pense qu'il y a des choses à améliorer encore. Mais ouais, par la suite, là, ça me rapporte un petit peu tous les mois. Je le laisse couler. Puis quand j'en aurai marre, je vais le revendre, je Ok. pense. Je fais une petite pause rapide, juste pour vous dire qu'on fait aucune pub pour notre podcast. Donc, la seule chose qu'on vous demande, ça serait de mettre un review. Ça nous ferait vraiment plaisir. On fait notre maximum pour vous donner le meilleur contenu, donc c'est à vous de le transmettre à vos amis et à vos proches. Sur ce, on retourne sur le podcast. Ok, fait que dans le fond, toi, là, quand t'envoies ton produit à Amazon, là, faut que dans le fond, t'es achètes en avance. Est-ce que c'est une certaine quantité, il faut que t'achètes? Ouais, souvent les fournisseurs chinois, ils veulent que, par exemple, là, mon produit, je pouvais pas l'acheter en dessous de 500 pièces. Oh. Donc, il faut être sûr, des fois, de pouvoir tout vendre. Parce que si ça se vend pas et que tu te retrouves avec 500 pièces. Ouais. Donc, des fois, ce qui est conseillé, c'est que tu fais peut-être 50 pièces, 100 pièces, si le fournisseur il veut bien, mais tu vas payer plus cher le produit. Mhm. Ouais. Comme il y a moins de marge, tu vois, il y a moins de quantité de produite. Donc ça va être un peu plus cher, mais au moins ça te permet de tester ton produit. Et puis après, une fois que si tu vois qu'il marche, là tu achètes une plus grosse quantité. Et puis, T'en as-tu testé beaucoup avant d'avoir ce produit-là qui a marché? il y en a un que j'ai voulu lancer, mais je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais je l'ai pas lancé, j'ai pas acheté de produit, mais j'étais en test, j'ai fait venir des échantillons et je l'ai testé. Ok. C'était un dispositif médical. Et un dispositif médical, en France, il y a des normes à respecter. Et pour passer ces normes, ça coûte quand même pas mal d'argent. Moi, pour ce produit-là, ça coûtait 20 000 euros pour développer ça. Je pense que ça aurait pu marcher, mais je les avais pas de toute manière. Et puis, je pense que c'était encore trop huge pour moi, tu vois, de me lancer dans un truc compliqué, alors que là, le jouet, je l'ai créé, je l'ai fait venir. Il n'y a même pas besoin de normes, rien du tout, tu vois. C'était soft et c'était mieux comme ça. Ok. Je me serait trop compliqué la vie. Ok. Donc celui-là, je l'ai abandonné. Et puis le deuxième, il a bien marché. Ok, fait que déjà de ton deuxième, ça a réussi à marcher. Ouais. Fait que- ok. Mais je pense que j'ai eu de la chance quand même. Ouais. Tu vois, Mais c'est t'as quand fait même- beaucoup de recherches en arrière aussi. Oui. Il y a une grosse partie de ça qui est de... Mais je pense qu'il y a quand même une partie chance, parce qu'en fait, ce jouet-là, on me l'avait offert, je sais plus à quel événement, mais Mhm. puis je l'ai vu devant moi. Je me suis dit, mais ouais, ça, c'est peut-être marrant. Tu vois, parce que quand tu recherches après un produit, tu regardes partout autour de toi. Parce que Ouais. tu te dis produit, tu te dis qu'est-ce qui pourrait se vendre, un produit, Mhm. qu'est-ce que c'est? Mais en fait, d'idées de produits, il y en a des milliers et des milliers. Et tu regardes souvent autour de toi pour t'inspirer. Et moi, je l'ai vu celui-là. Et je me suis dit, et puis j'ai regardé, j'ai dit, ça pourrait bien coller. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois. C'est pas genre un truc, je sais pas moi, une brosse à cheveux, où est-ce que vraiment tout le monde a pensé à vendre une brosse à cheveux, tu Mhm. vois, ou des trucs vraiment que tout le monde connaît. C'est vraiment un tout petit truc, une toute petite niche, un petit truc. Puis ouais, donc c'était une partie chance, mais c'était... Donc, tu conseillerais à eux qui veulent se lancer de trouver une niche vraiment avec peu de concurrence, petite, pour être capable justement d'être différent des autres puis d'être capable de vendre plus. Ok, c'est ça. Ouais, mais c'est pas facile, tu vois, parce que en fait, il y a de plus en plus de personnes qui, déjà, vous connaissez. Je crois que Ouais. toi, t'as déjà essayé en plus, Du Raphaël. dropshipping, ouais, c'est ça, t'avais essayé. Ouais. Amazon, t'as pas essayé. Non, Amazon, j'ai pas essayé. Mais en fait, ouais, c'est un peu maintenant connu de beaucoup de monde, et beaucoup de monde ont essayé, et donc les niches sont de plus en plus difficiles à trouver. Il en reste encore, je pense. Puis il y en a qui se développent aussi, tu vois. Par exemple, il y a quelques années, le bio, ça se faisait pas tant que ça. Et puis maintenant, en fait, tout bio, de la crème bio, tout en bio, tu vas pouvoir Mhm. lancer des nouvelles gammes de produits qui n'existaient pas avant. Et puis ça peut bien marcher. Tu as des nouvelles niches qui se créent, mais ça devient de plus en plus bouché. Après, aussi, parce que nous, moi, je vendais en France, mais il y a des endroits, des autres pays où est-ce que Amazon, c'est beaucoup moins développé. Et donc, il y a beaucoup moins de choix de produits. Et là, par exemple, tu peux aussi te lancer, admettons, en Roumanie, où est-ce que Amazon, ils n'utilisent pas beaucoup. Et puis, espérer que Amazon, ça se développe en Roumanie et que du coup, tu sois tout au début et que tu proposes tes produits tout au début. Parce que les produits qu'ils vont te proposer en France, ils seront différents des produits qu'ils vont te proposer en Roumanie. Ça sera différent. Tu peux... moi, mon produit, je pourrais le vendre... je le vends en France et je pourrais le vendre dans toute l'Europe, si je veux. Ouais.
Mais aussi, tu peux juste choisir de le vendre en France et puis créer un autre produit et puis le vendre juste en Roumanie et puis après le diffuser partout dans tous les autres pays. Ok, toi, tu fais juste en France, c'est ça? Ouais, moi je le vends juste en France. Parce que en fait, il y a l'histoire de TVA. Et en fait, quand tu vends dans d'autres pays, il faut faire de la compta par rapport à la TVA de l'autre pays. Ouais. Et donc quand même, c'est fastidieux, tu vois, c'est quand même fatigant. Mais surtout si tu vas en Angleterre, par exemple, avec le Brexit, c'est encore des nouvelles lois. Ok, Moi, ok. pour ce que ça générait, tu vois, c'était pas un truc qui générait des centaines de milliers d'euros. Je suis resté en France, tu vois. Ok. Donc je suis resté comme ça. Puis, mettons, quand tu décides de... Mettons, tu les envoies à Amazon, Mhm. qu'est-ce qui se passe si tu les vends pas? T'as perdu ton argent, malheureusement. Ouais, Ok. ouais. Fait que c'est un risque à prendre. Hein. Ouais, c'est un risque à prendre. Après, tu as quand même des autres solutions. Amazon peut reprendre ton stock pour un petit rabais, des fois pour vraiment pas grand-chose. Ok. Ça permet de limiter la casse, quoi, tu vois, mais tu n'espères pas faire de bénéfices comme ça. Mhm. Mais Amazon va te racheter ton stock, puis après ils le revendent. Ils font ce qu'ils veulent avec le stock, tu vois, ils le revendent à ils le diffusent, ils ont Mhm. leur réseau, tu vois, ils vont le Ouais, revendre à ouais. qui ils veulent. Donc soit ça, tu le revends ton stock, soit tu peux baisser le prix, et puis être en, comment on appelle ça, le terme en anglais, Ben, dans le fond, c'est une réduction. Tu baisses le prix. Plus bas que ce que tu vas- break-even, ouais, c'est ça. Ah, c'est- break-even, ouais. ok. En fait, t'es en break-even, en gros, ce que t'as investi, tu le récupères, mais t'as pas fait de bénéfice, bah, Au là, moins, t'as de la chance. Au moins, tu perds pas d'argent. c'est Voilà. ça, ok. Tu peux un peu te débrouiller, ou Mhm. après aussi, tu peux récupérer ton stock, puis le revendre, ça dépend du produit que t'as, mais revendre à l'artisan du coin. Ok, ok. ou, tu sais, après, c'est ton produit, tu fais ce que tu veux. Puis de toute manière, t'es en auto-entreprise quand tu fais ça, donc que tu le vendes sur Amazon ou que tu le vendes à un artisan ou à un magasin de souvenirs, Mhm. Ouais, ça revient ça au marche même. pareil, tu as une facture, tu peux le faire, quoi. Mhm. Puis, pourquoi tu fais pas de publicité, dans le fond, de ton produit? Ben en fait, ça vaut. Il se vend tout seul en fait. Donc si je ferais de la publicité, elle marche comme si que. Admettons, je dis une bêtise, mais on parle de la brosse à cheveux. Eh ben, je vais faire de la publicité sur le mot-clé brosse à cheveux. Ouais. Et moi, si je fais de la publicité sur mon mot-clé qui correspond à mon produit, ça sert à rien parce qu'en fait, mon produit est déjà en première page de vente. C'est en Ok. fait l'intérêt de faire de la sponsorisation, c'est que, mettons, des brosses à cheveux, tu as 10 pages de brosses à Mhm. cheveux, Ouais. et que toi, quand tu arrives, tu es à la toute fin, tu vois, parce que tu n'as rien vendu. Et quand tu as de la vente, Amazon te remet en avant. Ok. Je sponsorise, là, je passe devant tout le monde parce que je paye. Donc, je vais passer dans les premières pages. Et moi, en fait, quand j'ai publié mon produit, j'ai fait une vente, et il était déjà en première page. Ok. Donc ça valait pas le coup de... Je pourrais optimiser en fait et faire de la pub, mais je sais même pas sûr si ce serait avantageux. Et puis en plus, ça serait trop casse-tête en fait. Je préfère le laisser comme ça, Ok. le laisser tranquille. C'est Te très bien. focuser sur tes autres projets. Exactement, Ok. ouais. Ouais, ça me fait un petit revenu et je le laisse. Mhm. Ok, fait que dans le fond, c'est comme si tu l'avais mis de côté. En attendant, vu que ça fonctionne tout seul, fait que tu mets plus tes efforts sur ça. Ouais, voilà, c'est ça, je le mets de côté. C'est ce qu'on appelle une muse en fait. C'est un petit revenu récurrent qui se gère tout seul, comme mettons du merch by Amazon. Mhm. Ou est-ce que là, tu vends un design, une fois que tu as créé le design, qu'il est publié sur les sites, les gens ils achètent le t-shirt et toi tu récupères un royalties de ton design. Et en fait, tu n'as pas rien à faire, tu n'as pas de marketing à faire, tu n'as rien du tout. Et donc tu récupères l'argent tout seul. Donc, T'en pour fais-tu ça, je le laisse tranquille. T'en fais-tu encore du merch? Ouais, je fais du merch by Amazon. Ok. Et donc, en fait, en faisant ça, j'ai créé des designs Mhm. qui sont publiés sur Amazon. Et Amazon les affiche comme si c'était des t-shirts déjà imprimés avec ton logo. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas encore imprimé. C'est une fois que la personne va acheter, eux, ils vont poser le t-shirt, ils vont imprimer, ils vont envoyer le colis. Ok. Et toi, tu vas toucher un petit pourcentage de cette vente-là. Bon, pas grand-chose, hein. Mhm. Mais ça fait, encore une fois, c'est un revenu
passif qui se gère tout Puis- seul. Moi, j'ai publié les designs. Et puis ça, T'as pas besoin de faire de pub ça non plus, tu j'ai le pas laisses besoin de aller. faire de pub, ouais. Ok, est-ce que tu en as fait tester plusieurs design, logo, juste à temps qu'il y a le bon qui marche? Ouais, Ouais. ouais, ça a pris du temps d'ailleurs à apprendre. Au début, pour rentrer sur le... Tu peux faire du print on demand, ça Mhm. s'appelle. Tu peux en faire il y a plusieurs sites qui proposent ça. Moi, Mhm. je fais ça sur Amazon. Pour Amazon, au début, quand tu commences à faire du print on demand, tu as le droit, je crois, au début, à 10 designs. Ok. Donc, tu n'as plutôt pas intérêt de te tromper parce que si tu fais 10 designs qui ne marchent pas, ben, tu pourras jamais passer au palier supérieur, donc c'est-à-dire 100 designs. Tu as 10 designs, il faut que tu vendes 10 t-shirts pour passer aux 100 designs. Ok. Ok. Et donc, tout au début, il faut essayer de faire vraiment un bon design pour réussir à le vendre parce que tu n'as que 10 chances pour que quelqu'un Mhm. achète ton... Tu vois, Mhm. tu n'as que 10 designs pour qu'ils plaisent. Et donc, ça met un certain temps quand même à marcher. Donc, je l'avais laissé de côté et puis je me suis dit, bon, écoute, ça n'a pas trop marché, je l'ai fait. Puis en fait, au final, au bout d'un an, il y a un design qui a bien marché. C'est bien vendu. Puis du coup, après, j'en ai eu 100. Là, j'ai fait les 100 designs. Puis en fait, là, ça a bien marché. En plus, là, cet été, j'en ai vendu pas mal. Et là, je suis arrivé à 1000 designs. Tabarnouche. Ouais, mais faut les faire, les 1000 designs. Ouais, Franchement, hein. c'est relou. Parce qu'en plus, C'est toi qui fais ou ouais, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait moi-même. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est toujours pareil. Tu dois chercher, tu dois faire une étude. Mhm. Et voir en fait les designs qui se vendent bien, où est-ce que tu pourrais te démarquer, où est-ce qu'il n'y a Ok. pas trop de concurrence. Et honnêtement, Merch by Amazon, c'est vraiment bouché, tu vois. Les gars qui étaient là au début, ils font vraiment beaucoup d'argent. Les Mhm. premiers t-shirts basiques, je suis un super papa, machin, Ok. pour la fête des pères, hein, tu vois. Des trucs tout bêtes. Vraiment, en plus, ils sont pas ouf, tu vois. Mais ils étaient là au début, et donc ça se vend super bien, ils en vendent à la fête des pères, ça. Est-ce que tu suis les événements, mettons justement les fêtes des pères, est-ce que tu vas créer un design en Ouais. lien avec ça? Ouais, bah, je suis notamment un événement. Je pourrais pas en parler, c'est sinon les gens vont faire pareil. Ok. Mais par exemple, la fête des pères, Noël, Mhm. Halloween, toi, ça c'est prix, archi prix, tu vois. Donc faut essayer de chercher des petits événements. Ouais. Euh, Qui se distinguent des autres. Ouais, ou alors de faire des trucs Moins connus. qui, ouais, voilà, moins connus. Donc tu testes, tu vois, mais il faut les faire, les designs, c'est long. Tu les fais sur quoi? Moi j'ai fait sur Canva, Ok. tout bête. C'est vraiment pas compliqué, puis tu essaies de te démarquer, tu fais au mieux, puis en fait, ça prend du temps de faire un design, mais Mhm. sur peut-être, tu vois, là par exemple, j'en avais fait 100, il y en a peut-être 10-15 qui ont marché, tu vois. Ok. Mais il y en a qui sont plus vendus que d'autres qui se sont vendus peut-être 1 ou 2 fois, il y en a qui se sont vendus plein de fois. Mais ça, tu vois, c'est passif, donc je le Mhm. laisse faire. Mais là, il faut que je fasse 1000 designs, mais je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vraiment relou. Il faut que tu fasses le design, mais en plus de ça, il faut que tu mettes les bons mots-clés. Mhm. Il y a toute une stratégie de Accrocheur, mots-clés, ok. voilà, les accrocheurs, et puis aussi les gens qu'il faut qu'ils tombent dessus. Il y a toute une recherche avant, Ouais, c'est pas juste faire un design. Ouais, Il y a ouais, vraiment c'est plein de trucs. quand même assez chiant. Est-ce que, comme avec tantôt, as-tu une marge que tu fais par mois environ avec ça? Est-ce que t'es... Ouais, ben là cet été, mais on va lisser sur l'année. Je pense que je fais à peu près $100 par mois Ok. avec ces designs-là. Donc ouais, Amazon plus ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'étais à peu près à 10-15%, plutôt Ok. 10, de mon indépendance financière. C'est que Mhm. ouais, ça me génère à peu près 400 à $600 par mois. En tout, Amazon plus les Tu designs. voudrais combien pour que tu sois considéré justement ton but d'être indépendant financièrement? Tu voudrais combien par mois? Bah, en fait, je suis avec ma copine en plus, Mhm. qui a les mêmes objectifs que moi. Donc je compte pas que pour moi, sinon je dirais ouais, $2000, je pense. C'est déjà tu vois, en fait, si j'ai $2000 par mois sûr, bah, c'est pas ici que je vais vivre, tu vois. Parce que c'est trop cher ici la vie, mais j'irai vivre dans des pays Ok. qui coûtent beaucoup moins cher pour me retirer du temps d'infirmier et me consacrer encore plus au business Ok, en ok. ligne pour avoir plus de leverage et d'avoir plus de revenus, créer plus de Ok, contenu. Donc, à 2000, ça serait déjà pas mal, mais du coup, ça serait 2000 moi et 2000 ma blonde, donc ça serait, tu vois, Mhm. 4000. Donc on n'y est pas encore, mais... Puis t'irais vivre où? Hein? T'irais vivre où? Ah, ça, plein d'endroits, j'ai tellement envie de faire plein de trucs. T'aimes ça voyager? Ouais, j'ai trop envie de faire. En fait,
ce qui m'a donné aussi envie d'être indépendant financièrement, c'est que j'avais fait un voyage avec mon meilleur ami. J'avais fait un road trip de 2 mois et demi en Asie. Donc j'avais fait Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Et c'était super. Je sais pas si vous avez beaucoup voyagé. Non, j'ai pas encore eu la chance. J'ai voyagé un peu, mais j'ai pas voyagé au Vietnam, par exemple. Si vous voulez être piqué et vraiment vous motiver à essayer d'être indépendant financièrement, moi en tout cas ça m'a vraiment motivé. Le fait d'aller là-bas et de me rendre compte que putain, c'est trop stylé en fait d'être indépendant financièrement. Parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient du business en ligne. Ok. Et donc ils vivaient n'importe où et franchement tu vis bien en Asie, vraiment j'aime beaucoup l'Asie et c'est pas cher donc pour débuter je trouve que c'est vraiment bien, c'est magnifique, c'était vraiment des bonnes vacances et donc c'est ça qui m'a piqué, donc j'irai en Asie et par la suite quand j'aurai un petit peu plus d'expérience et tout ça j'irai bien au Panama ou un truc comme ça où est-ce qu'il y a c'est moins taxé et tout ça. Mais en tout cas, je veux aller où est-ce qu'il fait chaud. Je veux des palmiers. Ah ouais? Ouais, je veux des palmiers. Ça, c'est clair. Est-ce que si un jour tu es capable de faire énormément d'argent et d'être libre financièrement, ce serait d'aller à Dubaï comme tout businessman ou c'est pas quelque chose qui t'intéresse d'aller là-bas? C'est pas quelque chose qui m'intéresse, Dubaï. Enfin, en fait, oui et non. En fait, moi j'aime bien, tout le monde va à Dubaï, tout le monde part de Dubaï, tout le monde c'est génial. Et je les crois en plus, je crois vraiment que c'est vraiment bien, c'est stylé, c'est sécurisant. T'as un énorme réseau qui se crée parce que tout le monde fait du business, de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Mais en fait, déjà ça commence déjà à être assez cher. Donc y aller avec $2000, non, c'est sûr que ça c'est pas assez. C'est mort, je pourrais pas. Ouais. Mais peut-être par la suite, je dis pas, tu vois, peut-être que j'irai pas à Panama, j'irai à Dubaï. Mais ouais, tout le monde y va. Je trouve que c'est un peu, tu vois, j'aime bien un petit peu à contre-courant d'aller. Il y en a plein qui vont au Panama aussi et je pense qu'ils sont plus tranquilles là-bas. Mais j'irai faire un tour quand même, tu vois. Il faudrait que je me fasse mon propre avis. Et ouais, puis même Dubaï, si vous voulez, on peut en discuter. Mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo bientôt là, sur YouTube. Je parle de ça. Ils y vont un peu fort, je trouve, au niveau des investissements, des projets et tout ça. Okay. Et je dis peut-être des bêtises, en tout cas c'est mon avis, mais je me dis que, je sais pas si vous savez un petit peu Neom, ça vous dit quelque chose les projets qu'ils ont fait là-bas? Non, c'est quoi? Neom, en fait, c'est... il y a Dubaï, déjà, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, les bâtiments, tu vois, la ville, elle a poussé en quelques dizaines d'années, quoi. Et ils vont faire ça, mais ils vont créer The Line. Je pense que je l'ai vu, ouais. Ça, c'est incroyable, en plein dans le désert. C'est quoi? C'est une genre de ville, genre, puis des... Futuriste, en ligne, en hauteur, écologique. Mais un projet, mec, mais ça vaut des milliards de dollars. Vous irez voir la vidéo YouTube. Mais en gros, ça vaut des milliards de dollars. Et c'est en plein désert. C'est un projet... C'est pire que je pense vraiment que c'est pire que les pyramides à l'époque de quand ils ont construit. C'est ultra futuriste, c'est vraiment... C'est ultra futuriste, c'est ultra ambitieux. Et en plus, ils n'ont pas que The Line. Neom, c'est aussi d'autres villes aussi dingues que The Line. Il y en a une dans les montagnes où ils vont faire une station de ski artificielle. Ils vont faire un port en forme d'hexagone qui est, c'est la route de la soie. Là, donc ils sont bien placés pour faire un petit arrêt pour les transports. Donc ils vont faire un truc là ici. Ils ont aussi une île pour les gens très riches, mais tout artificiel, tu vois, c'est construit de rien. Il y a aussi ils ont fait un... Je sais plus c'est dans quel... je crois que c'est dans la capitale où je sais plus c'est dans quelle ville. Ils vont construire ça s'appelle Mukab. C'est un gros cube, mais c'est une ville dans un cube avec tout dedans. Mais un cube, mec, énorme, tu vois. Et il y a un cube doré avec plein de magasins, tout pour vivre, tu vois. Pour vraiment encore plus éloigner les gens très riches des gens très pauvres, tu vois. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment ouf à côté de trucs pauvres, tu vois. Et en fait, ça fait beaucoup de projets. Et je sais pas si ça va tenir, tu vois, parce qu'ils avaient du pétrole, et ils en auront bientôt plus. Et puis maintenant, ils misent sur le tourisme. Là, ça a bien marché. Ils ont eu beaucoup de
On a beaucoup parlé d'eux parce qu'il y a eu le Covid, ils ont bien géré. Il y a eu la guerre Ukraine-Russie. Où est-ce que là, beaucoup de Russes sont venus investir à Dubaï parce qu'il n'y avait que là qui pouvaient investir. Donc ça a fait beaucoup parler d'eux. Mais leur projet, là, tout ce que je viens de vous dire, là, normalement, c'est prévu fin 2030. C'est dans 6 ans. Est-ce qu'ils vont vraiment y arriver? Je sais pas. Mais ouais, je suis curieux de voir, tu vois. Après, c'est quand même fou ce qu'ils ont fait déjà. Et ça peut être intéressant. Mais moi, ça me fait un peu peur quand même de voir une grosse ascension comme ça, que tout le monde en parle, tout le monde c'est beau. On y va, let's go, on va faire de l'argent. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Ouais. Mais j'ai un peu... T'as parlé un peu de ta chaîne YouTube. Tu pourrais-tu nous en décrire ton cheminement dans YouTube, justement? Quand t'as commencé, comment ça a parti? T'as commencé avec quoi? Alors, j'ai commencé il y a 1 an. La première vidéo, c'était un peu le projet, en fait. Je révélais un petit peu mon objectif, comment j'allais atteindre l'indépendance financière, qu'est-ce qui allait se passer, de quoi j'allais parler. Et donc ça fera bientôt les 1 an. Là, d'ailleurs, je vais refaire un update bientôt là, pour les 1 an. Et j'avais fait une première vidéo, et puis après, j'en ai fait une de temps en temps, mais c'était pas vraiment régulier. Je me focusais plus sur les réels 1 fois par jour, tu vois. C'était plus ça mon focus. Les vidéos YouTube, c'était 1 fois de temps en temps. Et je parlais... déjà, j'avais un sujet qui m'intéressait, que je pensais que ça allait bien marcher. Ou une idée de business. Je testais un petit peu, tu vois. Là, j'ai dû en faire une petite dizaine. Puis ça roule bien, quoi. Mais là, je vais plus me focus sur YouTube. Vraiment, là, je vais essayer de me mettre un objectif de 1 vidéo par semaine. Je pense que c'est tenable. Et plus me focus là-dedans. Mais ouais, je parle de mes business. Donc, j'ai parlé d'Amazon, combien ça m'a coûté Amazon pour lancer mon premier produit. Je parle aussi un petit peu d'intelligence artificielle, comment faire un e-book sur Amazon avec l'intelligence artificielle. Je parlais aussi de OnlyFans, un petit peu pour aller à contre-courant des agences OnlyFans qui pondent un peu partout. Là, je fais des petits sujets comme ça qui m'intéressent, mais là je vais vraiment plus me focus. J'aime bien YouTube, au final j'aime bien m'exprimer. C'est quoi ton objectif avec ça? Toujours pareil, créer une communauté. Là déjà dans un premier temps, je suis pas loin d'avoir la monétisation YouTube, donc déjà ce sera premièrement d'avoir une monétisation YouTube par rapport aux vues, puis créer une communauté, puis éduquer les gens, et puis toujours dans le même but, de montrer mon ascension, et puis de leur montrer que c'est possible, de leur prouver. Et les gens qui m'ont suivi depuis le début, ils vont me voir grossir au fur et à mesure. On se rend compte que c'est possible, quoi, qu'on peut y arriver. Donc c'est un peu ça l'objectif, créer une communauté, puis montrer que c'est possible. Est-ce que tu as un objectif d'abonnés que tu aimerais avoir, admettons, dans 1 an, ou... ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien arriver à 100K, mais pas l'année prochaine, ça c'est clair. Mais ouais, l'année prochaine, j'aimerais bien faire 10K. Je pense que c'est possible, largement possible, parce que sans vraiment me focus, en republiant mes réels Instagram sur YouTube, puis en faisant une petite vidéo de temps en temps, je suis à 2000. Donc 8000, c'est pas... Faudrait peut-être que je monte l'objectif pour me pousser encore plus. Mais... Ouais. Ça va être une autre source de revenus, dans le fond, que tu essaies d'écrire? Ouais, voilà, c'est ça exactement. Une autre source de revenus, donc monétisation YouTube, et puis création de communauté pour monétiser après, apprendre des choses. Y a-t-il des compétences ou des skills que tu recommanderais aux gens qui veulent se lancer justement dans un business? Alors oui, il y a une compétence que je recommande et que vraiment c'est super important, c'est se développer sur les réseaux sociaux, faire de la création de contenu. C'est super puissant en fait de faire... tu fais une vidéo et en fait tu vas te faire connaître à des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Et ça c'est vraiment une technique efficace pour se créer une communauté et après monétiser. Ça c'est vraiment la base, donc création de contenu. La compétence, ça serait création de contenu et puis savoir parler devant une caméra. Être constant aussi. Être constant, développer son skills, avoir des bonnes accroches, des bons sujets, savoir bien parler. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire et que je trouve vraiment puissant. Après, tu as plein d'autres petites compétences, mais ça dépendra de ta niche et de ton domaine. Mais ouais, le principal, c'est vraiment création de contenu, création de communauté. Mais il faut s'attendre aussi, il faut
pas lâcher non plus parce que je suppose au début, ça devait pas nécessairement faire 8000 vues tes vidéos, ça devait être petit. Fait qu'au début, il faut s'attendre à ce que. Ouais, non, il faut de la discipline. Hein. La discipline, ok, ouais. J'invente rien. Je pense aux Mhm. ceux qui Ouais. regardent tout C'est ça. un long processus. Quand même. Ça peut être long, mais Ah ça peut ouais. être vite. Mais... Ouais. Ok. Non, c'est vraiment dur et puis c'est long et puis des fois ça marche pas et puis des fois t'es fatigué et puis des fois t'en as marre et puis tu te dis que en fait tu fais peut-être ça pour rien. En fait il faut continuer, il faut faire et puis ça finit par payer Sur le long terme. un jour ou l'autre, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment difficile. T'aurais-tu des conseils à te donner à ton toi de 20 ans? Ben ouais, mon mois de 20 ans déjà. En fait, si seulement j'avais connu YouTube et les informations qu'il y a Mhm. dans YouTube. Ouais, j'aurais dit, mec, regarde YouTube et arrête de regarder tes conneries de Call of Duty, de League of Legends, de Fortnite. J'ai passé beaucoup de temps à regarder des gens jouer aux jeux vidéo. Je jouais pas trop, mais je regardais des gens jouer. Et en fait, j'aurais pu passer tout ce temps-là à apprendre des choses. Et Mhm. ça, vraiment, ça aurait été... Donc, commencer tôt, ouais, déjà, parce que j'aurais eu de l'avance sur beaucoup de monde. Ce que vous faites, les gars, franchement, commencer tôt, c'est super important. T'auras de l'avance de fou. Et puis ouais, en fait, être curieux et puis regarder, en fait, aller chercher les informations que je n'avais pas j'en avais pas conscience avant qu'en fait on pouvait tout trouver sur internet. Mhm. Quoi, je Ouais, pense. il y a de tout. Sur YouTube, tu tapes n'importe quoi, puis tu sais que tu vas avoir une vidéo qui va t'en parler. Je pensais que c'était bullshit, tu vois, au début. Tu vois, quand Mhm. t'entends tout ça, tu te dis, ouais, non, le mec, il veut t'arnaquer, il veut te vendre une connerie. Puis t'entends tout le monde qui te dit Ouais. ça au début, tu vois, quand c'était Ouais. vraiment le début, tout le monde te disait, ah ouais, c'est des arnaques, ouais, le gars, il Mhm. va te vendre son truc, mais ça marche pas, machin. Puis maintenant, en fait, on se rend compte que, ouais, ça existe et que... Et donc, ouais, être curieux, ouais. Puis est-ce que tu as des nouveaux projets qui s'en viennent? Oui, alors, en fait... Là, c'est focus vidéo YouTube, création de contenu aussi sur Instagram, TikTok. Et les nouveaux projets, c'est pas encore, c'est encore à l'état de projet. Pour l'instant, j'ai pas encore de clients, mais je voudrais me lancer dans la vente de services. J'en parle pas encore de trop parce que Mhm. c'est vraiment à l'état de projet. Mhm. Mais ouais, j'aimerais bien me lancer dans la vente de services Ok. qui est différent du e-commerce, mais en fait, dans le service, tu fais beaucoup plus de marge. Ouais, ça, c'est beaucoup plus facile pour faire de l'argent que calculer, avoir 20% ou 30% d'un produit. Là, tu vois, un service, c'est ton temps contre de l'argent et des fois, c'est bien pricé quand même. Donc, Mhm. Ouais. Puis t'as parlé beaucoup de justement Instagram, YouTube. C'est où qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc TikTok, YouTube, Instagram. Plus sur Instagram parce que je publie des stories et puis je parle un petit peu de mon lifestyle un petit peu plus en direct. Là, par exemple, je vais envoyer une photo de nous. Donc, vraiment, c'est pour me suivre quotidiennement. Et puis après, sur Instagram aussi, je publie un réel par jour. Puis aussi sur YouTube. Donc, le nom, ça s'appelle Le Gars. Donc un gars comme un garçon et billet comme un billet de banque. Et donc sur tous ces réseaux-là, vous allez taper Le Gars Billet, vous allez me retrouver. Ah ben c'est parfait. Mais merci beaucoup Charles d'être venu sur le podcast. Puis nous, on se retrouve sur un prochain épisode. Merci à vous les gars. Merci.